truand. La journée s'annonçait très belle, chaude et douce, en ce printemps de 41, qui n'en finissait pas de se faire attendre. Enfin, il semblait se décider à chasser définitivement la fraîcheur de l'hiver pour s'installer de plein droit par cette belle matinée de mai. Dans le jardin à la française, les premières roses montraient timidement leurs corolles délicates, et bientôt toute la roseraie ne serait qu'un chatoiement bouillonnant de couleurs et de parfums rares. Les mauvaises herbes faisaient leur réapparition au milieu des allées couvertes de fins gravillons blancs. Les 350 buis, savamment disposés tout autour du château, avaient bien besoin d'être taillés. Sans parler des 3 hectares de pelouse qui, elles aussi, réclamaient une tonte plus qu'urgente. Elles étaient en train de se transformer en véritables prairies. Sophie de Beaugency soupira, accoudée au large perron parapet en pierre qui bordait le vaste perron menant au vieux château. Elle contemplait nostalgiquement le jardin s'étendant alentour. Jadis dessiné par le nôtre au XVIIe siècle, il était resté fidèle à son créateur dans sa structure et ses essences depuis plus de 3 siècles. Mais, à présent, le manque de personnel et d'entretien lui donnait bien piètre allure. Sophie se rappela avec un pincement au cœur lorsqu'elle était arrivée pour la première fois dans l'immense demeure. Elle se souvient combien elle avait été impressionnée par la beauté sculpturale du parc, par la majesté du château, datant du XIIIe, puis reconstruit durant les siècles, et chaque époque l'ayant marqué d'un trait indélébile. Ainsi, on apercevait encore la masse large des fondations défensives, lui conférant cette silhouette rectangulaire, basse, trapue, semblant presque indestructible. De grandes fenêtres, datant du XVIIIe, s'ouvraient partout sur la façade à l'aspect sévère, que quelques clochetons n'arrivaient pas à égayer. Sophie se souvenait qu'elle avait, pourtant, presque aussitôt aimé l'immense demeure, avant d'en aimer Philippe, le futur châtelain. Comme toujours, ses pensées le ramenaient à lui, son mari depuis la fin de la Grande Guerre. Elle chassa d'un geste ses larmes. Allons, il ne servait à rien de pleurer. Philippe était loin, suivant avec la loyauté ses convictions, celle-ci l'ayant amené à Londres, où il avait rejoint les forces françaises libres. Pour le moment, il ne pouvait pas grand-chose pour sa femme et leurs 2 filles, Marie et Léa. Se forçant à réagir, Sophie tourna résolument le dos au jardin et entra d'un pas vif dans le hall du château. Elle se dirigea droit vers les communs. Songer à leur situation ne pouvait que lui faire penser à son fils aîné, Jean, prisonnier en Allemagne depuis de nombreux mois. Pour le moment, songer à lui était trop douloureux et au-dessus de ses forces. L'éclatement de sa famille était pour elle l'une des choses les plus insupportables qu'elle ait eu à assumer. Heureusement, elle avait retrouvé Marie, qui moralement l'aidait beaucoup avec sa bonne humeur constante et ses éclats de rire intempestifs. Oui, elle avait eu tout à fait raison de faire revenir sa fille aînée. Celle-ci était pensionnaire dans un lycée parisien jusqu'en 1940, date à laquelle les Allemands étant aux portes de la capitale, elle était retournée dans sa région natale, le Loir-et-Cher. Tout en ruminant ses pensées, Sophie était arrivée dans les cuisines où elle retrouva Noémie, à présent leur seule domestique, bien que personne ne la considérât ainsi. Noémie, c'était Noémie, et elle faisait partie de la famille. Cette dernière était en train de préparer le petit déjeuner pour toutes les 4. Léa, apercevant sa mère, lui sauta au cou. Avec ses nattes dorées et ses taches de rousseur sur le nez, ses 10 ans espiègles et remuants, elle était une petite fille à la fois un peu trop vive et délurée. « Où est ta sœur, ma chérie ?» questionna Sophie en l'embrassant. « Elle est partie avec Gulliver, mais elle n'a pas voulu que je vienne, » répondit la petite d'un ton tout bon. « Elle a eu tout à fait raison. Je n'aime déjà pas quand elle emmène ce cheval en promenade sans que de surcroît tu y ailles aussi. Je ne sais pas quand elle comprendra que ce n'est pas un animal de selle. » « Bah, ne vous tracassez pas, Madame Sophie. Jamais Gulliver ne lui fera du mal. Il aime trop pour ça. » « Tu as sans doute raison, Sophie. A-t-elle seulement déjeuné ?»« Comme d'habitude, Madame Sophie. » Et ce simple comme d'habitude signifiait que la jeune fille était partie sans rien avoir avalé. Elle reviendrait alors à midi, aussi affamée qu'une louve. Sophie leva les yeux au ciel. Décidément, même si elle aimait beaucoup sa fille, elle avait toujours le plus grand mal à la comprendre. De qui tirait-elle donc cette exubérance de vie, cette énergie bouillonnante, cette impétuosité qui la portait 20 fois dans la même heure à des extrêmes de joie ou de colère? Elle était aussi prompte au rire qu'aux larmes et semblait profiter de chaque instant de la vie avec 2 fois plus d'intensité que quiconque. C'était de son père, bien sûr. Sophie le savait bien, que Marie avait hérité ses traits de caractère. Cependant, si un tel caractère ajoutait une certaine virilité à un homme,
elle ne cadrait pas avec l'image d'une jeune fille. Du moins, était-ce la vie de Sophie. C'était pour cela, entre autres, qu'il avait envoyé en pension à Paris, espérant qu'ainsi elle y apprendrait un certain maintien. Mais, peine perdue. Depuis plusieurs mois qu'elle était revenue dans le château familial, elle avait repris ses habitudes sauvageonnes. Elle courait les bois ou les bords de Loire, pêchant, braconnant les lapins, les griffes ou les canards sauvages, qu'elle ramenait triomphalement à Noémie. Sa mère n'osait rien lui dire, les gibiers ou les poissons qu'elle rapportait améliorant bien agréablement leur maigre ordinaire. Comme son père, Marie aimait la terre, sa terre. Elle avait d'ailleurs planté tout un immense potager dont elle s'occupait avec l'énergie et l'enthousiasme qu'elle mettait à chaque chose. C'était elle aussi qui s'occupait de tous les animaux qui peuplaient encore les écuries du château. Elle distribuait le grain aux poules, coupait l'herbe pour ses lapins, trayait les 3 dernières vaches qui leur restaient, s'occupait des ultimes chevaux et de l'âne calichon. Elle adorait tous les animaux, et sa chambre sous les toits ressemblait plus à une arche de Noé qu'à une chambre digne d'une jeune châtelaine. Lorsque sa mère lui parlait ainsi, Marie éclatait d'un rire moqueur et joyeux, répliquant qu'elle n'était châtelaine de rien du tout, depuis que, 10 ans plus tôt, son père avait dû transformer le château en hôtel de luxe, afin de pouvoir continuer à en assurer les lourdes charges d'entretien. Depuis le début de la guerre, l'hôtel du château de Beaugency était bien évidemment fermé. Mais tant de choses avaient changé depuis la signature de cet humiliant armistice de juin 40, pensa Sophie, et plus rien ne serait jamais pareil. Alors, si Marie pouvait profiter d'encore d'un peu de joie et de bonheur, même si cela ne correspondait pas tout à fait aux normes établies, ce n'était pas bien grave. Le bonheur était fragile, il risquait de ne pas durer. La matinée était déjà bien entamée, le soleil était haut et la journée s'annonçait agréablement chaude. Le ciel était d'un bleu vif, qu'aucun nuage ne venait troubler. Sophie de Beaugency prit alors ses outils de jardinage et partit s'occuper de ses rosiers. La roseraie, vaste superficie d'allées sablonneuses, était bordée de rosiers rares et fragiles, se situait à l'arrière du château, prolongeant le strict jardin à la française. Léa, que le jardinage, surtout au milieu des roses aux épines agressives, ne réjouissait guère, décida une fois, certaine que sa mère était loin, qu'elle pourrait être tranquille un petit moment et qu'elle s'entraînerait à faire des dérapages contrôlés avec son vélo, comme Marie le lui avait montré. Vivement, ses nattes blondes au vent, elle courait chercher sa bicyclette et avec application et rigueur, elle s'acharna de longues minutes avant de réussir un splendide dérapage. Avec un cri de triomphe, elle s'apprêtait à réitérer son exploit lorsque le bruit d'un moteur lui fit lever la tête. Remontant la longue allée de gravillon bordée de chaînes séculaires, plusieurs véhicules roulaient en direction du château à une allure bien supérieure à celle des rares personnes qui, possédant encore une voiture en état de marche, venaient parfois leur rendre visite. Avec curiosité, la petite fille fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il bien être? Quelques secondes plus tard, les véhicules s'arrêtaient dans un crissement de pneus et de gerbes de gravillon blanc au bas du monumental perron. Avec terreur, Léa jeta son vélo et grimpa précipitamment les marches menant au château en hurlant. « Maman! Marie! Des SS! Il y a des SS partout !» Marie, ayant entendu sa petite sœur crier, sortit de la bibliothèque où elle était en train de lire et, accompagnée d'une Léa en pleurs, elle se rendit à l'entrée. Avec stupéfaction, elle vit là un camion bâché servant au transport de troupes dont on descendait un groupe de soldats à l'uniforme vert de gris. Garée à côté, une voiture décapotable marquée de la croix gammée. Un officier, à la carrure aussi impressionnante que sa taille hors du commun, t'en claquait la portière, donnant des ordres d'un ton sec. La jeune fille sentit ses jambes vaciller, impressionnée malgré elle par le groupe de soldats, mais surtout par l'uniforme noir des officiers, dont le col s'ornait d'une sinistre tête de mort.